Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, merci d'être venu à ce cours sur les sources en histoire économique et sociale. Pour commencer, j'aimerais juste présenter un petit peu quel va être l'objet du cours, ses objectifs et un peu ce qu'on va y voir. Alors, le premier point, c'est d'abord, bien sûr, voir qu'est-ce qu'on étudie quand on fait de l'histoire économique, quels sont les objets auxquels on s'intéresse, les thématiques, et qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre sur les sociétés anciennes. Ensuite, c'est aussi voir quelle est la place de cette histoire économique dans l'historiographie, mais aussi comprendre comment elle a évolué au cours du temps, puisque notamment au XXe siècle, on a eu beaucoup d'évolutions dans la discipline avec différents courants. On a eu les objets qui ont émergé, mais aussi une évolution sur les points de vue, sur les méthodes, sur comment faire de l'histoire économique. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment justement la discipline a évolué, a aussi été critiquée et s'est modifiée avec le temps, a modifié son approche en lien avec les critiques. Un autre point sera donc un peu comme le précise le titre du cours, ça sera le rapport à la documentation et aux données, en essayant de voir justement où on peut trouver des informations sur la sphère économique et sociale, quels documents peuvent nous intéresser, et se questionner aussi sur le rapport qu'a l'historien avec les données qui sont contenues dans ces documents. Et donc, c'est justement enfin, nous verrons à partir d'exemples comment l'historien travaille sur ces données. C'est pour ça que je vous proposerai un petit voyage dans le temps en explorant des documents pour chaque période, pour avoir un exemple, plusieurs exemples à chaque fois et de sources qui peuvent intéresser l'historien quand il veut faire de l'histoire économique et justement donner des idées sur comment fonctionne l'économie dans les sociétés anciennes et quelles sont les évolutions. Et enfin, ce que je voudrais essayer de faire, c'est aussi démontrer l'importance de l'histoire économique, pourquoi comprendre justement comment fonctionne la sphère économique dans les sociétés anciennes, c'est important. Et aussi montrer que ça peut avoir un intérêt en voyant que selon les sources qu'on étudie et les approches qu'on utilise, bah, c'est un objet qui peut être intéressant parce que je sais que à prime abord, quand on parle d'histoire économique, c'est pas ce qu'il y a de plus fun et sexy. Souvent, on trouve que l'histoire culturelle ou l'histoire des représentations, tout de suite, ça en jette plus, alors que l'histoire économique, ça fait plus vieillot peut-être, avec, on voit tout de suite des séries de chiffres, des tableaux, des courbes, des choses plus intéressantes. Et donc, j'aimerais essayer de montrer que bah, les nouvelles manières de faire de l'histoire économique peuvent rendre ça un peu plus intéressant. Donc, comme je dis, on va s'intéresser aux faits économiques et à la sphère économique. Et donc, premier point, c'est d'abord essayer de définir ce que c'est l'économie pour définir ce qu'est l'histoire économique. Donc, la première démarche, c'est toujours ressortir l'étymologie. Et donc, le mot économie, il vient du grec aekonomia, qui renvoie à l'administration de la maison. Donc, en grec, on a notamment un philosophe qui a écrit sur l'économia, c'est Aristote, chez qui, je ne sais pas si vous savez, on a en fait la distinction entre deux philosophies, sa philosophie qui est plus théorique sur la connaissance et la science, et une philosophie qui va être plus pratique. Et cette philosophie pratique, elle est déclinée à trois échelles, en fait. L'échelle de l'individu, l'éthique, sur comment justement bien mener sa vie pour atteindre le bonheur, l'échelle de la cité, qui est la politique, comment au niveau de la cité bien répartir les biens pour être dans la meilleure situation. Et enfin, l'économie, qui est l'échelle du foyer, et donc qui concerne la répartition des biens au niveau du foyer.
Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec le temps, on a eu un élargissement du sens de l'économie, puisque même si on parle encore d'économie domestique aujourd'hui pour envoyer justement à l'économie du foyer, on a, enfin, la plupart du temps, quand on parle d'économie aujourd'hui dans l'actualité, c'est pour parler à l'échelle de la société entière, et donc ce qu'on appelle en fait l'économie politique, qui est à l'échelle d'un pays ou d'une société. Et donc, si on prend la définition du CNRTL, l'économie, c'est l'ensemble de ce qui concerne la production, la répartition et la consommation de l'activité, de la richesse et de l'activité que les hommes vivant en société déploient à cet effet. Donc, ce qui est important, c'est d'abord la notion de ressources. On voit que enfin, ça touche à plusieurs aspects de la vie très quotidienne quand on parle de consommation, d'activité des hommes, de production. Ça, c'est des choses qui sont très quotidiennes et très concrètes. Et donc, le terme central, c'est ce qui est ressources, biens, richesse. Et donc, comprendre la structure économique des sociétés anciennes et donc ces différentes dimensions, la consommation, la production, les échanges, ça permet de comprendre enfin, beaucoup de choses sur ces sociétés, puisque quand on s'interroge sur la production, la répartition de la richesse, il n'y a pas seulement des données économiques, il y a aussi des questions de pouvoir, de domination. Et quand on comprend, en fait, c'est une vision un peu marxiste, mais quand on comprend justement l'aspect matériel d'une société, sa richesse et ses répartitions, on comprend beaucoup en fait sur cette société. Et donc c'est un peu, enfin, pour moi, faire de l'histoire économique, c'est un peu rejouer la fable de, je ne sais pas si vous connaissez dans La Fontaine, l'astronome qui tombe dans le puits parce qu'il regarde que dans le ciel. En fait, en histoire, on a parfois un peu ça. Souvent, quand on fait de l'histoire culturelle ou des choses un peu plus enfin sur les idées moins matérielles, des fois on en oublie un petit peu les structures matérielles dans lesquelles tout cela prend sens, le quotidien des personnes et le risque, c'est de tomber dans le puits. Et donc c'est pour ça que, enfin, ici j'aimerais juste montrer que l'histoire économique peut être importante. Et enfin, quand on parle d'histoire économique, il y a aussi un double sens puisque l'économie, ça renvoie pas seulement à l'objet, en fait, à l'administration de la maison, au déploiement et la répartition des richesses, mais aussi c'est aussi une discipline académique, donc constituée avec ses propres paradigmes, son histoire, ses évolutions. Et donc, il y a une question sous-jacente qui est comment l'économie va influencer l'histoire économique. Est-ce qu'on utilise les mêmes démarches, les mêmes outils? Et quelle est l'influence, par exemple, de penseurs comme Marx? Enfin, Marx a une grosse influence sur beaucoup d'historiens économiques qui ont réutilisé ces grandes notions pour les appliquer aux sociétés du passé. Et donc, c'est questionner l'influence de penseurs de l'économie, venus d'économie, sur la démarche des historiens. Et enfin, mon dernier point, c'est que on a des histoires qui sont interdépendantes. En fait, quand on fait de l'histoire économique, on ne fait jamais que de l'histoire économique, puisqu'on a vraiment une imbrication avec les autres les histoires. Pour l'illustrer, je peux prendre le cas de mon mémoire. Je fais un mémoire sur une enquête fiscale de Charles II en Provence et je m'intéresse notamment à la ville de Marseille et à tous les impôts qu'il va toucher sur la ville de Marseille et notamment les paiements pour les terres et les bâtiments qu'il possède. Et donc, on a une histoire enfin, on a un document fiscal, donc on est en plein dans l'histoire économique, mais en même temps, on a une histoire sociale derrière, puisqu'on a toute l'organisation de la société avec les relations de pouvoir, les grands marchands de la ville qui possèdent beaucoup de biens, enfin d'immeubles ou de champs. On a derrière aussi l'histoire politique, puisque c'est justement les techniques d'administration des comtes de Provence pour gouverner en fait leur territoire. On a d'histoire démographique, on a d'histoire militaire, puisque notamment quand on est sur des sources fiscales, les ressources fiscales servent souvent à financer la guerre. Donc
derrière, on a toujours un lien assez fort avec l'histoire militaire. On fait aussi de l'histoire judiciaire et du droit avec tout ce qui est contrat. On fait de l'histoire des techniques, notamment pour l'artisanat, de l'histoire diplomatique et même de l'histoire plus culturelle avec tout ce qui est la représentation des biens, le rapport à l'argent. Et puis, il faut rappeler que notamment l'économie, elle est encastrée dans la société. Et par exemple, pour l'économie médiévale, il faut toujours garder en tête que enfin, les acteurs baignent dans une culture chrétienne qui joue sur leur représentation de l'argent, plutôt négative, de la richesse et tout ça. Et donc, comme vous voyez, en fait, l'histoire économique est vraiment liée aux autres histoires et on est amené en fait à utiliser plusieurs approches quand on est confronté même à une source qui apparaît purement économique. Donc, un point qui est assez central, c'est le rapport aux données, puisque quand on fait de l'économie, la notion de données est très importante et c'est en fait la notion centrale dans la discipline économique, puisque l'économie, c'est avant tout une science de modèle. On va essayer de modéliser, on fait des modèles théoriques pour modéliser des comportements. Avec ces modèles, on peut faire des prédictions aussi. Et une autre branche de l'économie va récolter les données empiriques et pouvoir les comparer avec les modèles pour voir si, enfin le terme qu'on utilise, c'est si ça fit, et justement pouvoir améliorer les modèles. Et donc, enfin pour donner un exemple, j'ai un ami qui fait son mémoire sur les économies de la santé, et donc il récupère toutes les données de dépenses de santé dans plusieurs pays de l'OCDE. Et donc, à partir de ces données, c'est interroger les modèles théoriques qui existent, c'est faire aussi, enfin, faire de l'analyse statistique pour voir les différences entre les pays. Et donc, comme on voit, quand on fait de l'économie, même au niveau master, le rapport avec les données est assez important. Et en histoire, les données, ce sont nos données, on les trouve donc dans nos documents. Et pour l'histoire économique, on a beaucoup de données, beaucoup de documents. Je vous ai remis ici un compte de Marseille qui date du XIVe siècle. Donc, ce que je vous disais, ça, c'est un document fiscal qui recense les personnes qui doivent de l'argent au roi. Mais en fait, on a enfin, une diversité de documents assez impressionnante. On a tous les documents fiscaux quand les comtes et les rois demandaient justement à leur trésorier de récolter l'argent, de faire, enfin, de noter tous les biens qu'ils possédaient. On a beaucoup de documents fiscaux. On a aussi une documentation qui est très importante pour la fin du Moyen Âge, qui est les minutes de notaire. Avec le développement du notariat, on a beaucoup de contrats et toute une part de l'activité économique, en fait, qui est qui apparaît dans les documents notariaux. Et en fait, plus on avance dans le temps et plus on va avoir une documentation qui est riche, et pour les périodes contemporaines, quand on prend les données, enfin, des documents des entreprises, on a vraiment une quantité de données assez importante. Donc la question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Et c'est là le cœur un petit peu du problème de ce cours, c'est comment on peut-on, à partir de ces documents, analyser l'organisation économique des sociétés anciennes, quelle est l'approche de l'historien et quel doit être son rapport avec ces données. Et donc, pour le plan du cours, nous verrons d'abord assez brièvement, j'essaierai de faire vite, un aperçu historiographique pour comprendre justement les évolutions au cours du XXe siècle de l'histoire économique, quels ont été les courants importants, les remises en question. Et puis, le cœur du cours, ça sera donc dans un deuxième temps faire une petite virée au cœur de la documentation en prenant des exemples de documents pour chaque période, pour avoir des exemples concrets et se questionner concrètement à partir de documents sur la démarche. Donc, si je commence pour l'historiographie, donc l'historiographie, c'est faire l'histoire de l'histoire, c'est montrer comment a évolué la discipline, quels sont les courants importants et sa formation académique. Et en ce qui concerne l'histoire économique, on a une rupture assez importante au XXe siècle. Enfin, c'est pas uniquement lié à l'histoire économique. On a souvent justement cette coupure
entre l'école méthodique au XIXe siècle qui se forme autour de la revue historique et qui est importante aussi dans l'historiographie puisqu'elle marque la séparation de l'histoire avec la philosophie et l'image de l'historien qui doit rassembler des faits vrais. Et au XXe siècle, on a une deuxième petite révolution dans le champ de l'histoire, qui est donc la fondation en 1929 des Annales d'histoire économique et sociale par Lucien Febvre et Marc Bloch. Et donc, comme vous voyez dès le titre, on a une rupture assez forte avec l'histoire politique qui se faisait avant, puisqu'on affirme tout de suite que c'est une revue d'histoire économique et sociale. Et donc, on a aussi un lien fort, on affirme une transdisciplinarité en se plaçant du côté aussi des nouvelles sciences sociales. Et donc, cette revue va être assez importante puisqu'elle va permettre l'essor d'objets nouveaux, mais aussi de nouvelles approches, puisque, comme je disais, avant, c'est plutôt de l'histoire politique, diplomatique, voire militaire, et les faits économiques et sociaux étaient moins étudiés. En fait, cette évolution, elle est en grande partie liée aux influences venues des sciences sociales qui étaient justement en plein essor en France à ce moment-là. On a, je vous ai mis Émile Durkheim, qui est à la fin du 19e siècle le père de la sociologie moderne en France et qui va donc participer à l'essor de ce champ. Mais pour l'histoire économique, on a aussi une influence très importante qui vient des sociologues et anthropologues de l'économie qui sont venus justement dans la première moitié du XXe siècle, avec notamment François Simond et Marc Bloch. François Simond, il a notamment travaillé sur la monnaie. Il a fait une étude sociologique de la monnaie et donc il a beaucoup influencé tous ceux qui vont travailler parmi les historiens sur la monnaie au Moyen Âge, à l'époque moderne et à l'Antiquité. Et Mauss, il est surtout connu pour son essai sur le don et sa théorie du don contre don. Et donc, on voit que si on va s'intéresser aux faits économiques euh, dans ce courant, enfin dans le courant des annales, on a une méthode qui est très influencée par celle des sciences sociales. Et par exemple, Marcel Mauss, la théorie du don contre don de Marcel Mauss va être très importante pour comprendre par exemple les échanges médiévaux. Les historiens ont beaucoup utilisé ce paradigme pour expliquer tout ce qui était troc ou importance des échanges d'objets sur lesquels on reviendra par la suite. Et donc on voit que on utilise des outils forgés dans d'autres disciplines. Et un peu en parallèle avec ce mouvement, on va avoir ici un deuxième courant autour de Ernest Labrousse qui, lui, va plutôt être une histoire quantitative avec des méthodes statistiques ou plus directement liées à ce qui se font en économie, avec par exemple son œuvre phare, c'est l'esquisse des mouvements des prix et des revenus au XVIIIe siècle, qui paraît en 1933, donc vraiment en même temps que le début des annales. Et lui va imposer en fait vraiment l'étude sérielle des prix avec des méthodes statistiques. On va récupérer un maximum de données dans les documents avec des prix pour le XVIIIe siècle. On va mettre en série, on va essayer de voir des évolutions, on va faire des courbes, des gros tableaux. Là, c'est l'histoire vraiment statistique, mais on pourra revenir dessus. Et donc, pour mieux comprendre justement en quoi consiste l'école des annales, je vous ai mis l'extrait qui est, enfin, une partie du préambule en fait de la première édition à nos lecteurs, qui paraît donc en 1929. Et enfin, je vais peut-être pas le lire tout en entier, mais ce qui est important, c'est qu'on a une critique de l'opposition des historiens entre eux. Par exemple, enfin, c'est plutôt dans le deuxième paragraphe, on a le fait que les historiens, historiens d'Antiquité, médiévistes et modernisants, chercheurs voient la description des sociétés dites civilisées
On a justement une critique du fait qu'on a séparé pour l'instant les disciplines, ce qui est encore un petit peu le cas quand on regarde par exemple le fonctionnement des facs en France. Mais on a aussi une critique de l'opposition entre historiens et économistes et sociologues. Je vous lis le passage d'une partie du deuxième paragraphe. Tandis qu'aux documents du passé, les historiens appliquent leur bonne vieille méthode éprouvée, des hommes de plus en plus nombreux consacrent, non sans fièvre parfois, leur activité à l'étude des sociétés et des économies contemporaines. Deux classes de travailleurs faites pour se comprendre et qui, à l'ordinaire, se côtoient sans se connaître. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on a juste un rapprochement qui est fait avec les économistes et les sociologues et qu'en fait, un rapprochement autour de l'objet, quand on s'intéresse à l'économie, il faut dialoguer aussi avec les économistes et les sociologues qui travaillent sur ces mêmes données. Et donc, on a un double dialogue, d'abord un dialogue entre les disciplines, euh, et un dialogue entre les historiens eux-mêmes qui travaillent sur différentes périodes, mais sur des thématiques proches. Et pour un peu illustrer ça et mieux comprendre en fait ce qu'on peut trouver dans cette revue, je voulais juste vous citer, faire un petit peu de name dropping et vous citer quelques articles de ce premier numéro pour avoir une idée de quelles étaient les études qu'on pouvait y faire. Donc, dans une première partie, on a, on a quatre exemples en fait articles un peu qui exemplifient le reste. Un peu par époque, on a le prix du papyrus dans l'Antiquité grecque, l'instruction des marchands au Moyen Âge, l'activité industrielle de l'Allemagne depuis la dernière guerre et le problème de la population en URSS. Ce qui donne déjà un ordre d'idée sur les thématiques qui vont être abordées dans cette revue. Et ensuite, on a beaucoup de comptes rendus de livres et d'articles qui se concentrent sur l'histoire rurale, l'histoire urbaine, l'histoire commerciale, mais aussi les doctrines économiques. On a tout un article sur le livre de Proudhon, qui est un anarchiste du 19e siècle, ou encore l'économie des autres pays avec un découpage en aires géographiques ou la colonisation. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'école des annales enfin, marque une vraie évolution dans les objets abordés, mais aussi les méthodes, avec un rapprochement avec les autres disciplines des sciences économiques et sociales. Et c'est un courant qui va évoluer, continuer d'évoluer et perdurer notamment à la fin après pardon, après la Seconde Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé la deuxième école des annales, mais surtout la figure importante de Fernand Braudel. Donc, je voulais juste m'arrêter un petit peu sur Fernand Braudel parce que il a quand même une vie assez incroyable et on arrive mieux à comprendre son travail quand on comprend sa vie. Donc, il y a plusieurs temps dans la vie de Fernand Braudel. Tout d'abord, son enfance, qui grandit dans un milieu rural en Lorraine chez sa grand-mère, avant de revenir sur Paris, étudier l'histoire à la Sorbonne. Il va passer son agrégation et il va être muté dans un lycée en Algérie. Et donc, c'est à ce moment-là, en Algérie, qu'il va commencer à travailler sur sa thèse sur Philippe II, qui est un roi d'Espagne au XVIe siècle, et la Méditerranée. Et donc, déjà, ce point est assez important puisqu'on a alors qu'il est en Algérie, cet intérêt pour la Méditerranée, mais aussi être en Algérie va lui permettre d'utiliser les sources maghrébines, ce qui va beaucoup changer pour sa thèse, en plus des archives françaises, espagnoles, mais aussi de Gênes. Et donc, ce moment algérien va vraiment marquer sa perspective et va avoir une influence importante sur son œuvre. Ensuite, après ce moment en Algérie, il sera professeur au Brésil. Et c'est en rentrant du Brésil sur le bateau, un complet hasard, il rencontre Lucien Febvre, avec qui il avait déjà échangé quelques lettres. Et donc, si vous vous en rappelez, Lucien Febvre, on l'a vu parce qu'il a participé à l'école des Annales. Et donc, Lucien Febvre va l'encourager pour sa thèse et va lui dire, enfin, va le réorienter sur la Méditerranée. Mais pas de chance, la Seconde Guerre mondiale arrive et Fernand Braudel
doit, enfin, comme beaucoup, il devient soldat et il est fait prisonnier. Mais contrairement à d'autres, c'est pas n'importe quel prisonnier, puisque alors qu'il sera en camp pour prisonnier, il fait le professeur et donne des leçons à ses co-détenus, mais va aussi travailler sur sa thèse, va organiser dans sa tête sa thèse sans ses fiches, qui sont bien sûr, il n'a pas pu emporter ses fiches en prison, et donc il va travailler sans ses fiches de mémoire pour repenser et travailler sur sa thèse, ce qui montre en fait un petit peu le phénomène que c'était. Il s'en fiche alors qu'il part de sources et d'archives de tout autour de la Méditerranée, une documentation assez foisonnante. Il va pouvoir penser et commencer à préparer sa thèse en camp de prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il va écrire sa thèse juste après, en sortant. Il aura eu le temps de bien y penser et de bien penser la structure de celle-ci. Et donc, il y a un renversement puisque ce n'est plus Philippe II qui est le cœur de la thèse de Fernand Braudel, mais c'est maintenant la Méditerranée qui devient presque le personnage principal. Et pour donner corps un petit peu à cette Méditerranée, il fait des allers-retours. C'est assez agréable à lire, Fernand Braudel, puisque on passe de l'Italie aux plaines marocaines, en Espagne, en Algérie. Enfin, on a des allers-retours incessants qui sont faits et avec des sources différentes. Donc, c'est plutôt agréable à lire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il développe sa conception de l'histoire aussi, en même temps qu'il écrit sa thèse, avec sa conception notamment des trois temps historiques. J'ai oublié temps dans la diapositive. Et moi, je vous ai remis cette citation qui date d'une lettre du 20 avril 1944, où il parle d'une histoire immobile, celle du cas géographique, une histoire profonde, celle des mouvements d'ensemble, et une histoire événementielle. Et donc, c'est en fait c'est la structure qui va prendre son livre. Il va commencer avec une première partie très géographique où il reprend l'ensemble des paysages qu'on retrouve autour de la Méditerranée et l'influence de ces paysages sur les hommes et les activités humaines. Par exemple, les littoraux et les fleuves, l'influence sur le commerce et justement l'installation d'hommes. Dans un deuxième temps, dans sa thèse, il va s'occuper plus d'histoire économique et sociale avec ce qu'il appelle les mouvements d'ensemble, et il finir enfin par l'histoire événementielle qui correspond à l'histoire politique. Et donc, dans la préface de la première édition, justement, de sa thèse, La Méditerranée à l'époque de Philippe II, il écrit sur cette première partie une histoire quasi mobile, celle de l'homme dans ses rapports avec le milieu qui l'entoure, une lente à couler, à se transformer, faite souvent d'allers-retours insistants, de cycles sans cesse recommencés. Alors qu'en opposition à cette histoire du long terme, on a l'histoire événementielle qui décrit comme une agitation de surface, les vagues que les marées soulèvent sur leur puissant mouvement. Et donc cette conception, elle est assez intéressante puisque on a justement l'idée, enfin c'est un trait maritime, on a l'idée que les événements et la politique, c'est que l'écume de l'histoire et quand on veut comprendre le grand mouvement d'ensemble, il faut s'intéresser à ce qui se passe en dessous. Mais cependant, il ne rejette pas non plus, enfin, on peut tenter de caricaturer, mais il ne rejette pas l'histoire événementielle et politique. Il dit d'ailleurs dans la suite de cette préface que c'est la plus intéressante parce que c'est celle où on est en contact direct avec les individus et donc elle est souvent intéressante, mais pour pouvoir y arriver, il faut comprendre avant les temps plus longs de l'histoire géographique et physique, puis de l'histoire économique et sociale. Et en fait, il faut, ce qu'il fait dans sa thèse, hein, il ne choisit pas l'une par rapport à l'autre, il va composer avec toutes et faire de toutes ces histoires. Mais après ce temps, Fernand Braudel, qui a encore enfin qui a incité et qui a redynamisé en fait le champ de l'histoire économique et sociale, on a un temps de remise en question dans les années 70-80 avec une grande baisse des publications qui abordent justement les phénomènes économiques en comparaison à d'autres histoires, notamment c'est l'essor à cette période de l'histoire culturelle ou le renouveau de l'histoire politique.
Et cette baisse des publications, en fait, elle est accompagnée d'une hausse des critiques. En fait, c'est d'abord une critique méthodologique, puisque beaucoup ont pointé le fait que ce qu'on faisait en histoire économique, en fait, ça n'avait aucun sens, on faisait un petit peu n'importe quoi, puisque notamment, il y a eu une mise en série, on a voulu mettre un maximum de données en série, alors que ça pose un gros problème par rapport aux données, puisqu'on a des données hétérogènes. Il y a notamment les Anglais qui font ça, ils calculent le PIB de l'Angleterre depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en agrégeant beaucoup de données totalement hétérogènes. Et vous voyez vite en quoi déjà, aujourd'hui, le PIB est un indicateur qui est critiquable et partiel, mais en plus, quand on utilise cette conception pour évaluer et quantifier des phénomènes médiévaux, et ça pose beaucoup de problèmes puisqu'on utilise plein de sources qui n'ont rien à voir, où les prix n'ont pas la même fonction. Et aussi, on a un gros problème qui est le problème monétaire, puisqu'on a très peu d'informations sur les taux de change, la valeur des monnaies réelles. Et donc, c'est assez problématique de mettre en série comme ça des données sans s'interroger surtout un peu plus sur ces problèmes. Pour donner un exemple, par exemple, quand on fait des mises en série de salaire, c'est prendre le salaire comme, enfin, dans une conception assez limitée, où le salaire n'est qu'une rétribution pour un travail fait et correspond à la productivité du travailleur. Alors qu'en fait, derrière un salaire, il y a des conventions sociales, il y a des affaires de statut, de prestige. En fait, si aujourd'hui un PDG est payé beaucoup plus qu'une caissière, c'est pas uniquement dû à une différence de productivité ou de ce qu'il rapporte à l'entreprise. Il y a notamment il y a quelques années, il y a eu des grèves des femmes de ménage dans les hôtels du Triangle d'Or à Paris qui avaient totalement ruiné les hôtels de luxe et donc qui avaient montré que leur productivité était quand même importante. Et donc, il faut garder ça en tête, l'idée que on ne peut pas prendre les prix et par exemple les salaires sans comprendre ce qu'ils veulent dire et les dimensions sociologiques en fait qu'il y a derrière. Et puis une autre critique, elle est liée à une évolution dans les doctrines avec ce qu'on appelle, enfin, c'est des choses qui sont proches mais qui ne sont pas exactement identiques, le tournant pragmatique, le tournant scriptural et le linguistique turn. Mais tous, à peu près, ils critiquent le rapport aux documents. Le tournant pragmatique, c'est notamment ça, c'est revenir aux acteurs et à la parole des acteurs. Euh, Plutôt que enfin s'intéresser que aux structures et aux informations écrites dans les documents, puisque quand on a un document, ici je vous ai mis une image d'un notaire au Moyen Âge. Quand on a aujourd'hui un document, quand l'historien travaille sur un document, ça veut dire que ce document, à un moment, il y a une demande, il y a quelqu'un qui a demandé qu'il soit mis par écrit, qu'il soit mis par écrit, il y a quelqu'un qui l'a mis par écrit, il y a des personnes qui l'ont reçu et qui ont décidé de le conserver. En fait, toutes ces procédures elles ne sont pas achetées, enfin, il ne faut pas les oublier. Et en fait, chaque document a eu un sens parfois différent pour les acteurs qui l'ont eu entre les mains. Et donc, il faut comprendre aussi quelle était la logique pour ces acteurs. Sinon, on ne peut pas comprendre un document si on oublie qu'il a été mis par écrit pour une raison. Par exemple, pour tout ce qui est chronique, on comprend bien qu'on ne peut pas lire une chronique comme un livre d'histoire si la chronique est faite pour mettre en valeur quelqu'un ou si elle a une dimension géographique. Mais en fait, c'est le cas pour à peu près tous les documents. Et ce qu'on appelle le linguistic turn, c'est quelque chose un peu différent, c'est le fait de critiquer notre rapport au langage et aux mots qui sont contenus dans les documents. Quand nous, on lit les documents et qu'on croit comprendre quelque chose, en fait, on ne voit pas la distance qu'il existe entre le sens qu'on confère aux mots et le sens que la personne qui a écrit confère à ce mot. Par exemple, on a un article assez célèbre de Chéreau sur la vigne Winéa, où justement il dit pour les contemporains, on voit dans une source historique Winéa, on se dit
c'est une vigne, on ne voit pas plus loin. Alors que la vigne, pour par exemple les hommes du Moyen Âge, s'inscrit dans des représentations liées au vin, qui est lié au sang du Christ, et donc on n'a pas une perception de la vigne et du vin comme on l'a aujourd'hui. Et le linguistic turn, c'est donc ça, c'est remettre en question les mots et faire une vraie critique linguistique pour le coup. Mais face donc à cette triple critique, la critique pragmatique, scripturale et linguistique, on a eu une évolution de l'histoire économique qui a pris en fait en considération ces critiques et qui a enrichi en fait qui a été enrichi par ces réflexions. Et donc on a de nouveaux thèmes et de nouvelles méthodes qui ont émergé. Par exemple, on fait de l'histoire économique qui est un peu plus anthropologique. On s'intéresse par exemple aux dettes et aux relations de travail et ce qui s'y joue notamment en termes de domination des acteurs à travers les dettes et comment justement, par exemple, on a des banquiers qui ont une position de domination par rapport à des travailleurs par le mécanisme de la dette, mais même à des échelles plus grandes. On a la domination des villes sur les campagnes qui passe aussi par ce phénomène ou par des phénomènes d'investissement dans les campagnes. On s'intéresse à la consommation et donc on voit qu'on a des nouveaux thèmes qui émergent et que même si on fait toujours de l'histoire quantitative avec des statistiques où on récolte beaucoup de données, on s'est éclairé derrière par une réflexion plus liée en fait à ce qui se fait en anthropologie économique et on est éclairé par cela. Et je voulais juste vous donner, par exemple, un livre qui est sorti très récemment, L'évident et l'invisible, donc dirigé par Laurent Feller et Agnès Gramin, et en fait, qui est le fruit d'une rencontre entre des économistes et des historiens, en fait, sort d'une école d'été. Laurent Feller, qui est donc professeur d'histoire économique pour le Moyen Âge à Paris 1, et a rassemblé des historiens intéressés par ces thématiques. Et on s'est dit, en fait, on travaille sur l'économie, on travaille sur les faits économiques, il faut qu'on puisse discuter avec des économistes pour voir ce qui se fait dans leur discipline. Et donc, ce livre, en fait, est né de cette collaboration entre économistes, historiens, mais aussi informaticiens. Et on a le retour d'une histoire parfois sérielle et quantitative, avec par exemple le chapitre de Cartier sur le commerce des Florentins à Pise au Moyen Âge. Cet exemple est assez intéressant parce que Pise, c'est très difficile de faire l'histoire de la commune de Pise, puisque il y a des grosses rivalités avec Florence. Et en fait, au XVe siècle, Florence va conquérir Pise et en vengeance, ils vont brûler les archives de la ville. Ce qui fait que, enfin, c'est assez terrible puisque cette action a des répercussions aujourd'hui. L'histoire de Florence et de la cité florentine est très connue, alors que celle de Pise est très difficile à faire. Et donc, enfin, c'est vraiment une vengeance très dure. Et pour approcher l'histoire de Pise, on est obligé de passer par des sources de Florence. Et c'est ce que fait notamment Cartier. Il utilise les documents de la Nation. La Nation, c'est le groupe des gens de Florence, des marchands de Florence qui sont installés à Pise. Et à partir des données dans ces documents, il va il va reconstituer en fait le commerce entre les deux villes. Et donc on voit que le quantitatif a un sens puisque on étudie les fluctuations qui sont liées à des fluctuations politiques selon les accords entre les deux villes, mais on a aussi beaucoup de précautions et une grande partie du chapitre, en fait, est une formulation des précautions du rapport aux sources. Il repère notamment les manques, quand dans des années il manque des sources et donc on ne peut pas les prendre pour faire une série, mais aussi tous les problèmes de conversion de monnaie, tout ça. Et donc on voit que on, en fait, on continue de faire de l'histoire quantitative, mais avec un peu plus de prudence et des réserves par rapport à avant, liées aux critiques qui ont été faites à l'histoire économique.
Donc, juste avant de passer à la deuxième partie, donc sur les sources elles-mêmes, je propose une petite pause de 3 minutes. Enfin, je vais même mettre sur pause de partage. Mhm. Juste pour, boire un coup et se rafraîchir les idées. J'arrête l'enregistrement là. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je reprends. Alors, pour commencer donc cette petite virée au cœur de la documentation, je vais prendre un ordre chronologique, donc à partir de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, pour l'Antiquité, la spécificité pour l'histoire économique et les documents de l'histoire économique, c'est que on a surtout des sources archéologiques qui nous renseignent sur l'activité économique. Par exemple, grâce à Pompéi, on a beaucoup d'informations sur euh, l'économie urbaine à l'époque romaine. Par exemple, récemment, on a découvert une sorte de fast-food à Pompéi, mais on a aussi toutes les boulangeries, tout ce qui est lié à l'artisanat, les bordels aussi. Donc, on a vraiment des informations sur l'économie urbaine. Mais on a aussi, grâce notamment aux amphores que j'ai mises, des informations sur les flux de marchandises, puisque grâce aux amphores, on peut reconstituer la provenance des échanges. Et donc, par exemple, lorsqu'on a des déchetteries avec beaucoup d'amphores, ces restes archéologiques nous permettent de reconstituer justement des échanges. Mais on a aussi des textes. Ce que vous avez à l'écran, c'est le code d'Hammurabi qui date de à peu près 1750 avant Jésus-Christ et qui est conservé au Louvre et un peu une pièce centrale du Louvre et qui est important puisqu'il nous renseigne beaucoup sur la période mésopotamienne et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc un texte de loi et que dans celui-ci, on retrouve de nombreuses lois sur l'activité économique, notamment les prêts agricoles, la location de champs ou même le règlement des dettes. Et donc, dans ces textes juridiques très anciens, on a déjà des informations sur l'économie de ces sociétés. Mais je voulais prendre un exemple concret sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler auparavant, qui est le remboursement d'une dette publique à Halicarnasse. Donc, pour vous situer un petit peu le texte, on est en fait, d'un point de vue chronologique d'abord, on est à ce qu'on appelle l'époque hellénistique. Donc, pour l'histoire grecque, on a un découpage en trois périodes. L'époque archaïque, puis l'époque classique. L'époque classique, c'est celle qu'on voit au lycée avec Périclès et compagnie et l'histoire d'Athènes. Et l'époque hellénistique, qui commence donc ici sur cette frise, le début est placé en 336 avant notre ère, qui est en fait ce début d'Alexandre II, Alexandre le Grand, qui meurt en 323 avant Jésus-Christ. Et lors de la mort d'Alexandre, Alexandre, comme vous le savez, il a conquis des territoires très très grands, notamment à l'est du Levant. Et donc, on va avoir un partage de son territoire entre les diadoques. Par exemple, en Égypte, les Ptolémées, Cléopâtre, c'est issu de ce découpage où les Séleucides. Et, euh, et donc, c'est une période qui est marquée par des grands systèmes monarchiques. En fait, on a des grandes zones qui sont dirigées par ces diadoques qui vont prendre les titres de roi.
Et les anciennes cités grecques comme Athènes, Sparte et les autres continuent d'exister, mais on est dans un régime en fait de soumission avec des marges de négociation de ces cités. Et donc ici, notre texte, il est issu d'une stèle donc retrouvée à Halikarnasse. Halikarnasse, c'est donc en Anatolie, la Turquie actuelle, et qui date de la fin du IIIe siècle, enfin le début du IIIe siècle avant notre ère. Donc, ce texte, en fait, il concerne le remboursement d'une dette publique qu'a fait la cité auprès de ses propres citoyens. Et donc, on a l'objet qui est central du texte qui est ici, afin que ceux qui ont avancé l'argent soient remboursés. D'ailleurs, il y a une petite erreur, mais c'est pas grave. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un décret de souscription. C'est quand la cité en appelle aux citoyens pour une dépense d'exception. Ici, c'est la construction, vous voyez un peu au-dessus, d'un portique consacré à Apollon et au roi Ptolémée. Et donc, euh, on a la partie sur le remboursement de cette dette que la cité a contractée auprès de ses propres citoyens. Et donc, c'est un document, on pourrait dire en quelque sorte fiscal, puisque la question qui est au centre, c'est comment se finance la cité, qui sont impliqués dans ces finances, comment, enfin, quels sont les revenus de la cité avec lesquels elle peut jouer pour rembourser une dette. Et donc, je vais voir juste quelques points importants qui m'ont semblé intéressants dans ce texte. D'abord, c'est une chose enfin, c'est un objet qu'on appelle un thème qu'on appelle l'évergétisme, qui est le fait que les personnes, enfin, il y a assez importante à cette époque, les citoyens donnent de l'argent aux cités et apparaissent comme des évergètes, c'est-à-dire des bienfaiteurs. Et donc derrière, il y a une logique pas seulement économique, mais d'obligation morale ou de prestige. Et ici, justement, on a une partie, comme souvent, où on dit que euh, qu'ils inscrivent sur le mur du côté du portique avec leur patronyme les noms de ceux qui ont versé au peuple des sommes sans intérêt pour la construction du portique, qu'ils inscrivent en premier celui qui aura versé le plus. Et donc, on voit que, en fait, souvent, quand on avait comme ça des citoyens qui participaient en donnant des sommes à la cité, on les récompensait un petit peu avec quelque chose d'honorifique. Ici, c'est inscrire les noms de ces citoyens sur le portique. Et donc, en plus, en classant celui qui a donné le plus au moins, on a vraiment une hiérarchie sociale qui est révélée par cela. Euh, Ensuite, ce texte est intéressant puisqu'il permet de voir les dépenses et les revenus de la cité. Au niveau des dépenses, on voit par exemple la construction d'un portique, mais plus loin dans le texte, on nous parle de la construction d'un autre bâtiment, un boulothérion, qui est une salle du conseil où se réunissent les conseillers. Et donc, on voit pourquoi, enfin, quels sont les motifs de dépenses de la ville, mais on a aussi les revenus de cette ville. Par exemple, on mentionne la taxe à 2% et la taxe pour l'enregistrement des serments. La taxe à 2%, ça serait une taxe sur les marchandises. On nous parle aussi des revenus publics, les revenus de la cité qu'elle peut tirer de ses biens et aussi la revente de matériaux. Et donc, ce texte m'avait intéressé puisqu'on a en fait l'idée l'endettement comme pratique courante et d'une flexibilité des finances. On a une cité qui, même si elle est sous domination des Ptolémées, continue de gérer ses finances. Et on voit que déjà à cette époque, on a un appareil financier qui est assez développée. Elle joue avec les différents revenus et dépenses. Par exemple, elle réattribue des revenus qui est associés à d'autres dépenses à cette nouvelle dépense.
Et en plus, on précise qu'elle était déjà endettée auprès d'autres citoyens qu'il faut rembourser d'abord. Et donc, dans un premier temps, on avait interprété toute la multiplication de ces documents qui portent sur des dettes. On avait dit que c'était lié à une situation économique mauvaise, alors qu'aujourd'hui, il apparaît plutôt que c'est le contraire, une cité qui construisait beaucoup de bâtiments, deux portiques en peu de temps, et en fait, la dette était un instrument économique commun et ce n'était pas une situation où la ville était, enfin, la cité était en crise, avait vraiment besoin de s'endetter auprès de ses citoyens. Et donc, ça témoigne aussi d'un certain rapport à la dette auquel il est intéressant de penser aujourd'hui. Notamment quand on pense même aujourd'hui au rapport à la dette dans les décisions dans les finances publiques, on a un rapport qui est assez ambigu. Et ici, alors qu'on aurait été tenté d'y lire une mauvaise situation économique, on, on peut plutôt affirmer que faire comme ça usage de la dette, s'endetter auprès des citoyens, marquait un dynamisme à la fois financier et économique de la cité. Et donc, cet exemple me permettait de voir que on a dès l'Antiquité, au-delà des sources archéologiques, des documents, ici donc une stèle, qui traite de ces questions économiques. Et des documents comme ça, on en a plusieurs, mais on va avoir vraiment un véritable essor de la documentation au Moyen Âge, avec notamment le parchemin et le papier qui vont être utilisés, ce qui fait on n'est plus obligé de graver sur des pierres, et on a aujourd'hui dans les archives de nombreux documents qui datent du Moyen Âge, ce qui fait aussi qu'on a un traitement des données qui est différent. En ce qui concerne les spécificités de l'économie au Moyen Âge, la première à bien garder en tête, c'est qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler une économie chrétienne, puisque la société occidentale est largement christianisée. Et donc, ça a une conséquence sur la manière dont se passe la production, les échanges et la consommation. On a notamment l'influence de saint Thomas d'Aquin qui est assez importante, et ça a des conséquences sur la documentation. Je vous ai mis un exemple ici. Ça, c'est un acte de donation qui est donc un acte dans lequel des individus vont donner des biens à un établissement ecclésiastique. Ici, c'est l'abbaye de Cluny, qui est une abbaye très importante à l'époque médiévale. Et donc, c'est un type de document qu'on va trouver en abondance dans les archives médiévales, puisque on se trouve dans cette économie chrétienne. Et c'est difficile à lire, mais ici, en fait, vous avez une formule qu'on retrouve justement dans tous ces actes de donation. Là, c'est pro anima matris nostrae, pour l'âme de notre mère. Normalement, il y a saluté aussi. Et en fait, justement, c'est pro saluté animé matrice nostrae, c'est justement l'idée qu'en faisant cette donation, on participe au salut de l'âme ici c'est de leur mère, mais souvent c'est des individus eux-mêmes. Et donc, c'est des documents qu'on retrouve beaucoup. Et d'autres documents qui sont en grosse quantité et dont on a vraiment une accumulation, c'est ce que vous avez à droite. C'est donc les archives notariales. Ici, vous avez une minute de notaire. Le notariat, il se développe notamment dans l'ère sud, du sud de l'Occident, notamment Italie, à Gênes dès le XIIe siècle. Et ici, c'est un exemple de Marseille au XIIIe siècle. Et dans cette documentation est de plus en plus abondante, on a des nouvelles informations qu'on n'avait pas avant, puisqu'on a des contrats, par exemple des contrats d'apprentissage, des contrats pour armer des bateaux, des prêts, des dettes. Et donc, ça complète la documentation un peu officielle. On voit justement pour l'Antiquité, on avait une documentation qui était uniquement officielle, produite par les institutions. C'est encore le cas au Moyen Âge, mais on a, grâce à ces archives notariales,
d'autres sources qui sont plus proches des individus et de leurs activités économiques. Alors, justement, pour changer un petit peu, j'ai décidé de ne pas faire une source justement qui serait fiscale ou économique et un peu barbante, mais j'ai été inspiré par un article de Laurent Feller sur l'économie immorale, où il part d'une source d'un document qui n'a rien à voir, qui est le Decameron de Boccaccio et d'un chapitre en particulier. Donc, si vous ne connaissez pas Giovanni Boccaccio, donc c'est un Toscan du XIVe siècle qui va grandir à Florence et qui va étudier le droit canonique à Naples. Et il va ensuite retourner à Florence, mais en pleine période de peste noire, donc la peste noire qui commence en 1346 et qui touche l'Europe. Et donc, dans une situation de pandémie un petit peu globale qui peut rappeler aujourd'hui, alors que justement on peut s'ennuyer, il décide d'écrire le Décameron de 1349 à 1353. Alors, qu'est-ce que le Décameron? En fait, c'est un recueil de 100 nouvelles qui se passe justement dans le cadre, dans le contexte de cette pandémie. Et on a 7 filles et 3 hommes de Florence qui se retrouvent et qui se demandent ce qu'on peut faire pendant une pandémie quand dans la ville on a une situation sanitaire assez catastrophique. Et comme beaucoup, enfin peut-être vous-même d'ailleurs, l'ont fait avec le coronavirus. Ce qu'on fait quand il y a une pandémie, on fuit la ville pour retourner à la campagne. Et donc, c'est l'histoire de ces 10 individus qui retournent se confiner à la campagne. Mais comme on s'embête un petit peu aussi à la campagne, leur idée, c'est de raconter chacun une histoire par jour sur un thème décidé par le roi de la journée. Et donc, on a comme ça 10 nouvelles pour chaque jour, donc en tout 100 nouvelles. Et on va s'intéresser à la deuxième nouvelle du 8e jour. Donc, le thème de cette 8e journée, c'est où l'on parle des tours que les femmes jouent aux hommes et vice-versa, ou que les hommes se jouent entre eux. Et donc, c'est Pamphile qui commence et donc il va raconter sa nouvelle. Alors, sauf si quelqu'un d'autre veut le faire, je vais lire justement, j'ai essayé de couper pour faire le plus bref possible, mais essayer de comprendre un peu. Alors, déjà, l'introduction. Belle dame, il faut que je vous dise une petite nouvelle contre ceux qui nous nuisent continuellement sans que nous puissions leur nuire à notre tour, c'est-à-dire contre les prêtres qui ont entrepris une véritable croisade contre nos femmes. Donc ça, c'est lors de la présentation de l'histoire. On comprend donc que ça va traiter du rapport des prêtres à leurs femmes. Donc je continue. Je dis donc qu'à Varlungo, village tout proche d'ici, comme chacune de vous sait où on peut avoir appris, fut un vaillant prêtre, gaillard de sa personne au service des femmes. Comme il ne savait pas trop lire, il recréait le dimanche chez paroissiens au pied d'un ormeau avec force bonnes et saintes allocutions familières. Il visitait surtout les femmes quand leur mari était absent, mieux qu'aucun de ses prédécesseurs, leur portant jusque chez elles des images de l'eau bénite, des bouts de chandelle et leur donnant sa bénédiction. Or, il advint que parmi ces paroissiennes qu'il avait remarquées, une surtout lui plut, qui avait nom Nonna Belcore. C'était la femme d'un laboureur qui se faisait appeler Bensivegna del Mazzo. Elle était vraiment une plaisante et fraîche paysanne, brune et bien découplée, et propre à savoir moudre mieux que tout autre. Pour mieux gagner l'amitié de Monna Belcore, il lui faisait de temps en temps un petit présent, lui envoyant tantôt un bouquet d'ail frais, dont il avait le plus beau spécimen de tout le pays dans son jardin qu'il cultivait de ses mains, tantôt un panier de petits pois, un bouquet d'oignons nouveaux ou d'échalotes. Et, quand il voyait le moment favorable, après l'avoir guetté au passage, il lui donnait une bonne bourrade d'amitié, et elle, faisant la sauvage, feignait de ne pas s'apercevoir de son jeu, et se renfermait dans une attitude sévère. Pourquoi, mes sœurs, le curé, ne pouvait en venir à ses fins?
Donc ensuite, j'ai coupé, mais le curé va la retrouver chez elle à un moment où son mari est parti à la ville. Le curé se mit à lui dire: «Eh bien, belle Colorée, me dois-tu toujours faire mourir de la sorte?» La belle Colorée se mit à rire et dit: «Oh, que vous fais-je donc?» Le curé dit: «Tu ne me fais rien, mais tu me laisses pas te faire ce que je voudrais et ce que Dieu ordonne.» La belle Colorée dit: «Allons, allons, est-ce que les prêtres font de pareilles choses?» Le curé répondit: «Nous les faisons mieux que les autres hommes, et pourquoi pas? Je dis plus, nous faisons une bien meilleure besogne, et sais-tu pourquoi? Parce que nous savons moudre avec peu d'eau. Mais en vérité, il t'en résultera du bien si tu ne t'en résultera du bien si tu ne dis rien, et me laisses faire.» La belle colorée dit: «Et quel bien peut-il m'en advenir? On dit que vous êtes tous plus avares que le diable.» Alors le curé dit: «Je ne sais pas. Je ne sais pas, demande toi-même. Veux-tu une paire de souliers, un ruban, un beau fichu de soie? Veux-tu autre chose? La belle colorée dit: Allons donc, j'ai de tout cela, mais si vous me voulez tant de bien, rendez-moi un service et je ferai ensuite ce que vous voudrez. Alors après, il lui promet d'aller faire quelque chose qu'elle lui demande, mais il va lui laisser un gage. Afin que tu me crois, je te laisserai en gage mon manteau de drap bleu que voici. Et quoi, dit la belle colorée, que Dieu me soit en aide, je ne l'aurais jamais cru, mais donnez-le-moi d'abord. Mais sir le curé, qui avait l'arbalète tendue, ôta son manteau et le lui donna. Et elle, après qu'elle l'eut serré, dit: Messire, allons dans la grange, car il n'y a jamais personne. Et ils y allèrent. Là, le curé lui donnant les plus doux baisers du monde, et la faisant parente de Messire le bon Dieu, se satisfit au bon temps avec elle, puis, étant parti en soutane, comme s'il revenait de faire une noce, il s'en retourna à l'église. Mince. Alors, dans la suite de cette nouvelle, en fait, le curé va réussir à récupérer son manteau en fait, il va emprunter un mortier à la paysanne et faire croire que le manteau qu'il lui a donné, c'était un gage contre le mortier. Et donc, elle va être forcée de lui rendre euh, parce qu'il vient lui rapporter le mortier. Et donc, en fait, derrière cette nouvelle assez marrante et plaisante, on peut faire une analyse en fait anthropologique du statut des objets notamment et des échanges non marchands en justement se rappelant de l'analyse de Mauss du don contre don, puisque ici on peut voir que on a en fait, l'objet et le gage d'objet permet d'instaurer la confiance entre les individus et c'est les objets et l'échange d'objets qui sont au cœur des relations entre les différents individus. On voit au début justement que le prêtre, par sa position sociale, peut envoyer des cadeaux divers aux paroissiennes et, euh, et donc pouvoir échanger avec elles. Mais, mais ce qui est un peu choquant dans cette nouvelle, c'est qu'on a une marchandisation des femmes et du sexe avec elles, puisque l'acte sexuel rentre dans le circuit d'échange des objets. Et ici, contre un manteau en gage d'un service, euh, le prêtre obtient la faveur sexuelle qu'il désirait. Et donc, ce qui était choquant à l'époque, mais il est encore aujourd'hui, c'est justement cette marchandisation du corps de la femme et qui montre justement le statut que peut avoir l'échange et le fait le devoir de rendre lorsque l'on nous donne et le fait plus tard qu'il puisse récupérer son manteau en justement lui l'empruntant et rendant son mortier et justement avec ce jeu des gages montre bien qu'on est dans un système où les échanges sont encastrés vraiment dans des relations sociales qui, pour perdurer, on doit avoir réciprocité dans l'échange et donc rendre lorsqu'on nous donne. Et, euh, donc, l'échange d'objets est assez important dans ces relations. Donc, pour poursuivre, après ce petit tour du côté du Moyen Âge avec l'époque moderne, on a à cette époque, encore une fois, une documentation qui va être encore plus abondante qu'au Moyen Âge, avec toujours une administration royale, tout ce qui est décrets ou documents fiscaux, on a des sources très abondantes. Mais
il y a deux points que j'aimerais soulever, deux spécificités pour l'économie à l'époque moderne. C'est d'abord que c'est aussi un moment où on va avoir une pensée économique plus importante, où on va avoir un plus grand nombre de penseurs de l'économie, de ce qu'on appellera plus tard les économistes, et surtout au XVIIIe siècle, notamment ici Turgot, qui fait partie des physiocrates, qui donc est un précurseur de l'économie. Par exemple, lui, il milite pour la libéralisation du marché des grains, qui était à l'époque très, très encadré. Et dans un débat justement sur le prix et est-ce que le prix du grain ne descendrait pas s'il y avait libéralisation sur le marché, donc des thématiques qui encore aujourd'hui sont assez importantes. Mais une grande partie de ses travaux concerne surtout la terre et il conçoit la terre comme vraiment ressource de base dans l'économie. Donc on voit qu'à cette époque, on a un essor de la discipline économique en tant que telle. Et donc, on n'est pas seulement que quand on se fait cette réflexion, on n'est pas seulement dans une histoire scientifique, une histoire justement de la science économique. On a des liens assez forts avec le politique, puisque Turgot va être intendant et ministre, et donc va pouvoir appliquer euh, ses propres conseils et donc mettre en pratique politiquement ses propres préconisations. Et deuxième point, on a à cette époque un changement d'échelle avec une histoire qui va devenir globale, puisque avec la découverte du Nouveau Monde et l'intensification des échanges, la formation des empires avec l'empire portugais des Indes, l'empire espagnol du Nouveau Monde, on va vraiment avoir des échanges et des flux qui vont se faire à l'échelle mondiale. Et euh, donc des nouvelles, en fait, des nouvelles approches de l'économie, puisqu'on a des approches qui vont partir d'un plus grand nombre de points de vue, mais aussi on a un grand nombre de données, ce qui n'enlève pas la mise en série. Donc, je voulais juste prendre un exemple. C'est un exemple qu'on voit souvent en cours d'histoire. C'est un peu la tarte à la crème pour l'histoire moderne, qui concerne donc l'esclavage. Et c'est le projet Slave Voyages, qui est donc une grande base de données qui recense tous les bateaux qui ont transporté des esclaves d'Afrique jusqu'au Nouveau Monde. Et donc, c'est de l'histoire économique, puisque ça prend justement place dans le commerce, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, et mais sur une marchandise assez spécifique que sont les esclaves. Et donc, si on s'interroge sur la source pour pouvoir reconstituer cette base de données assez grande, ils sont surtout partis des registres de bateaux dans lesquels sont inscrits les, les esclaves et on a les dates des bateaux. Ici, l'image que vous avez, c'est un registre qui date de 1839. En fait, c'est différent ici puisque c'est les bateaux qui étaient capturés après les décrets anti-esclavage, l'esclavage aboli en 1833 en Angleterre. Et donc après, on a ces registres de capture qui sont en fait les recensements des esclaves sur les bateaux qui ont été capturés par les Anglais. Et donc, ici, on peut voir sur le site qu'il y a de gros avantages à la mise en série, puisqu'on a beaucoup d'informations. C'est une base de données qui est partagée avec beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, donc une somme d'informations assez grandes et donc qui permettent vraiment de reconstituer des évolutions sur le long terme du trafic de l'esclavage. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne enfin, qu'on ne fait que de la mise en série parce qu'on a des données abondantes. Et mince, c'est coupé, mais en même temps, on continue de faire de la micro-histoire, notamment même des échanges commerciaux. On s'intéresse aussi aux réseaux, aux firmes, ou par exemple au rôle des intermédiaires entre les empires.
Mais je vous ai mis un autre exemple justement pour contrebalancer un petit peu l'histoire quantitative. C'est donc Pasqua et ses deux maris euh, de Charlotte Castelnau-L'Étoile, qui ici c'est totalement le contraire puisqu'elle est partie de sources inquisitoriales, donc l'Inquisition d'Espagne, euh, pour une enquête sur une femme en particulier, Pasqua. Et donc ici on est dans une démarche inverse, puisqu'on a une source qui est plus qualitative, c'est-à-dire qui porte vraiment sur un individu avec de nombreux renseignements. L'Inquisition est assez pratique pour ça, pour les historiens, puisqu'elle permet d'avoir des informations très très riches, puisque pour le coup, il menait de vraies enquêtes. Et donc, à partir de ces procès d'inquisition, l'historienne a pu s'interroger à un niveau plus microscopique justement sur le cas d'une esclave entre l'Afrique et le Nouveau Monde. Et donc, on voit qu'on n'a pas le remplacement d'une approche et d'une méthode par une autre. Et donc, on en vient à l'époque contemporaine, qui est spécifique du point de vue économique, puisqu'elle est marquée par la révolution industrielle et l'essor du capitalisme à proprement parler, qui est une question un peu à part dans l'histoire économique. On a beaucoup d'historiens qui travaillent sur l'essor du capitalisme, quand marqué le début du capitalisme, les signes de capitalisme dans les sociétés pré-capitalistes. Enfin, c'est vraiment un thème à part entière et qui est hérité en fait des analyses de Marx. Mais on a à l'intérieur, on a des questionnements qui vont être plus recentrés sur certains acteurs et on n'a pas donc pas seulement une analyse économique. Enfin, on, pour la période contemporaine, en fait, avec les données, on peut, enfin, certains s'arrêtaient à une analyse économique des grands agrégats, des flux. Pour le coup, on peut calculer plus des PIB, des ressources, des recettes fiscales, etc. Mais la richesse des sources nous permet aussi de faire ce qu'on appelle des prosopographies, c'est-à-dire des biographies collectives de groupes sociaux. Et donc, j'ai pris un exemple à partir du livre d'Olivier Zuns sur l'Amérique en col blanc. Il va faire en fait une histoire les sortes des cadres, en fait, les bureaucrates entre les ouvriers et la direction dans les entreprises aux États-Unis. Donc, juste pour vous centrer un petit peu, j'ai pris une citation. Donc, l'histoire sociale de l'industrialisation américaine et du développement du capitalisme doit-elle comprendre une étude soigneuse de ces groupes, disparates mais liés, de bureaucrates salariés et de leurs relations entre eux et avec les autres groupes sociaux? En fait, ce que fait Olivier Sens dans ce livre, c'est prendre un groupe en particulier et voir justement quelle est sa place dans le développement du capitalisme et des firmes, ce qui a été fait par ailleurs avec les managers sur l'essor du capitalisme moderne. Et donc, on a des sources qui sont assez intéressantes. On a qui contiennent beaucoup d'informations. Par exemple, les registres du personnel, ils prennent plusieurs entreprises américaines et à partir des registres du personnel, il peut compiler des informations sur les individus. Par exemple, ici, je vous ai mis, il s'intéresse notamment à enfin, à l'entreprise Dupont de Nemours qui fait de la poudre à canon, qui est devenue riche grâce à la poudre à canon. Mais il peut vraiment entrer dans des détails. Par exemple, il suit aussi tout un vendeur itinérant, parce que c'est aussi le développement des vendeurs itinérants. Et il retrace en fait ses trajets. Et en fait, en retraçant ses trajets, il retrace en fait une histoire d'échecs et une série d'échecs, puisqu'en fait, ce vendeur ambulant est totalement nul parce qu'il n'est pas formé pour ça. Et donc, il se prend des portes fermées partout où il va et il démissionne au bout de quelques mois et avec un salaire assez faible. Et non, on voit qu'à partir de registres du personnel et de sources liées aux entreprises et aux firmes, il fait une histoire vraiment prosopographique de tous ces cadres et ces nouveaux métiers qui apparaissent. Donc, pour faire un petit peu pareil et donner un exemple concret, j'ai pris un exemple un peu personnel, puisque c'est quelque chose qui est
pas du tout connu. Il n'y a pas de grand historien qui a travaillé dessus, mais c'est un musée, enfin, c'est un musée où je suis allé et que j'aime particulièrement et une histoire qui m'intéresse. C'est donc le cas des soieries Bonnet à Jujurieux. Donc, je vous ai mis une carte. Jujurieux, ça se trouve dans le département de l'Ain, au nord-est de Lyon. Et donc, à travers cet exemple, je voudrais un peu aller contre une idée reçue. Souvent, quand on pense au capitalisme, à la seconde industrialisation, on voit Londres, les villes, une économie qui se fait beaucoup dans les villes avec les usines, les grosses cheminées, etc. Alors que pour la France, une grande partie de l'activité économique est rurale, pas seulement paysanne, mais on a aussi beaucoup de travail à domicile et l'installation d'usines à la campagne. C'est le cas donc pour le cas des usines Bonnet à Jujurieux. En fait, les soieries Bonnet sont fondées à Lyon en 1810. Lyon, qui est la capitale de la soie pour l'époque moderne, on a tous les canuts qui travaillent la soie. Et en 1835, l'entreprise décide de créer une usine à Jujurieux, donc dans l'Ain, qui en 1900 emploie déjà 2000 personnes. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est le temps vraiment des villages-usines où on a tout sur place. On a l'usine, les bâtiments, l'infirmerie, l'église. Tout est construit pour avoir tout sur place. Et donc, on a des sources intéressantes qui nous permettent de reconstituer la vie de ces personnes. Vous voyez, déjà, on a des sources photographiques, ce qu'on n'avait pas avant, pour voir les bâtiments, les pensionnaires. Pour les pensionnaires, on a aussi le registre des pensionnaires qui contiennent beaucoup d'informations sur toutes les ouvrières, notamment, qui ont travaillé dans ces usines et qui permet de justement en parallèle des sources sur l'entreprise en elle-même, son fonctionnement, ses débouchés, son chiffre d'affaires, etc. On a de véritables informations sur toutes les personnes qui la composent. Donc, vous voyez ici, comme j'avais dit en introduction, on est un petit peu à cheval entre plusieurs histoires. L'histoire des techniques, je vous ai mis ici le métier à tisser qui est conservé dans le musée qui donc permet de retracer tout ce moment en fait des soieries et du tissage de la soie avec l'essor de ces immenses métiers à tisser, mais aussi tout le travail derrière de broderie de la soie. Et on a une histoire qui est très sociale, puisqu'en fait, comme vous le voyez sur la photo, l'usine emploie de nombreuses ouvrières pensionnaires, donc qui vivent sur le lieu de l'usine. Et à partir de la soirée, on peut donc reconstituer des tas de trajectoires, des tas de vies de ces ouvrières. Euh, Parce que en fait, l'usine était un moment important dans leur vie. Souvent, c'était des jeunes femmes qui n'étaient pas encore mariées, qui étaient issues de la campagne, et venir travailler à l'usine leur permettait notamment de se constituer un trousseau, c'est-à-dire des vêtements, avoir des vêtements pour pouvoir ensuite se marier et s'installer avec un homme. Et donc, ce passage par l'usine et le travail marquait un point important dans leur parcours avant justement le mariage. Mais aussi, enfin, c'était un temps où on a des ouvrières qui se sont retrouvées loin de chez elles, tout ensemble dans des grands pensionnats, et donc qui forment un moment de vie assez particulier aussi. Et donc, comme on voit, il y a beaucoup à faire encore. On a ces sources nombreuses et on peut faire ça. Enfin, là, c'est le cas d'une usine, mais on a de nombreuses entreprises, de nombreuses firmes. Mais hors des usines et des firmes, on a aussi des récits paysans. Par exemple, Émilie Carr, qui est une institutrice du XXe siècle, qui raconte sa vie paysanne et comment on vivait à la montagne au XXe siècle. Enfin, on a des sources très nombreuses qui permettent de véritablement faire une histoire économique et sociale du XXe siècle qui, qui adopte les méthodes qu'on a vues, donc plus centrées sur l'individu, plus anthropologique, et pas seulement des graphes et des tableaux de production, même si ça se fait encore bien sûr aujourd'hui. Et donc avec cet exemple, c'est la fin de ce cours.
Après, si je vais arrêter l'enregistrement, mais s'il y en a qui ont